Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, le président de la République a donné des prix exceptionnels pour les jeunes champions médaillés. Autre actualité nationale, fin de formation au profit de la police somalienne à l'APIFA. Et enfin, pour les actualités internationales en Turquie, des tentes pour les sinistres du séisme dans le nord-ouest. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, les 3 jeunes Djiboutiens qui ont remporté des médailles au judo ont reçu ce matin au siège du Comité national olympique de Djibouti des prix exceptionnels du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh. À tour de rôle, le secrétaire général de la présidence, M. Mohamed Abdullahi Waïs, a remis les prix exceptionnels du président de la République aux jeunes champions ainsi que des cadeaux offerts par la présidente de la Comité national olympique de Djibouti, Mme Aïcha Garad. Ces 3 champions du judo sont parmi des jeunes qui ont bénéficié de la subvention du président de la République pour les jeunes dans différentes disciplines sportives. Dans une interview accordée à la RTD, le jeune Aden Alexandre Hussein, médaillé, a exprimé ses vifs remerciements au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour ces prix exceptionnels qui va les encourager à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour gagner davantage dans les prochains concours. Alors on est venu ici au comité olympique djiboutien, tous les athlètes. Cette cérémonie s'est passée en présence de Aïcha Gardali, la présidente du comité olympique, et le secrétaire général de la présidence qui nous a remis cette prime exceptionnelle. On est tous, les 3 athlètes, on est tous très contents d'avoir reçu cette prime exceptionnelle. C'est vrai que nous, ça nous encourage pour pouvoir continuer les entraînements et continuer à ramener d'autres médailles, Inch'Allah. On va remercier tout d'abord le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parce que c'est lui qui nous donne aujourd'hui cette prime exceptionnelle et il nous encourage davantage à ramener d'autres médailles. J'ai juste à dire merci. Merci beaucoup au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, parce qu'il nous encourage à continuer et c'est un geste très fort de sa part. Autre actualité mentionnée dans le titre, l'académie de police Idriss Farah Abane, située à Nagad, a abrité dans la matinée la cérémonie de clôture de formation pour la police somalienne. Il s'agit de la 17e promotion de Miadit. Au nombre de 80 policiers somaliens, dont 5 femmes, ont bénéficié d'une formation qui s'est déroulée au sein de l'APIFA. Cette formation avait pour but d'accroître les qualifications de la police somalienne pour lui permettre d'affirmer son contrôle et de garantir la sécurité des territoires des différentes provinces encore perturbées par des phénomènes insurrectionnels, mais aussi pour lutter contre les actions de bandes criminelles y opérant qui se sont rendus responsables des différents actes criminels. La cérémonie a débuté avec la revue des troupes par le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, le brigadier général Abdi Hassan Mohamed, chef de la police somalienne, et le commandant des carabiniers italiens Giovanni Trugiglio. La cérémonie de clôture de ce stage a vu la participation du ministre du Travail, M. Omar Abdi,
le directeur général de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, le chef d'état-major général des corps des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et du général de la police somalienne, mais également du commandant des carabiniers italiens, des représentants du corps diplomatique, des représentants des institutions internationaux, des officiers supérieurs, chefs de corps et de défense de notre pays et des pays amis, et plusieurs autres personnalités civiles, mais aussi militaires. Ensuite, les jeunes recrues de la police somalienne ont procédé à des exercices de démonstration de leur acquis. L'exercice visait à simuler un emploi complexe dans une zone de crise et à démontrer la pleine capacité des policiers formés par la Miadite Somalie 17 dans les domaines de l'escorte, de l'ordre public et des opérations tactiques. Ainsi, ils ont prouvé aux officiels que cette formation leur a permis de renforcer leur savoir-faire en matière de sécurité. Et ensuite, des certificats de mérite ont été remis aux 5 premiers de la formation des jeunes recrues de la police somalienne par les officiels présents. Cette formation a été menée à l'Académie de police Idriss Farah Abane par le personnel de l'armée des carabiniers avec le soutien logistique de la base militaire italienne en collaboration avec les éléments de la police nationale. Dans un discours prononcé, le commandant des carabiniers italiens, M. Giovanni Trugiglio, qui s'est exprimé en premier, a mis l'accent sur cette importante formation des policiers somaliens et a permis aux 80 des jeunes recrues somaliennes de bénéficier d'une formation de qualité offerte par les carabiniers italiens au sein de l'Académie de police de Nagat. Pour sa part, le général de la police somalienne, M. Abdi Hassan Mohamed, a tenu à rappeler que le rôle essentiel de la police somalienne pour la sauvegarde et le maintien de la paix en Somalie. La cérémonie de fin de cette formation des policiers somaliens qui s'est tenue ce matin à l'APIFA s'est clôturée par un petit déjeuner offert par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Les invités de marque qui ont honoré cette cérémonie se sont tous rassemblés, et c'est dans une ambiance festive que les officiels se sont réunis. En fin de matinée, la journée s'est clôturée par un échange de cadeaux entre les directeurs généraux de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, et le commandant des carabiniers Giovanni Trugiglio, le général de la police somalienne Abdi Hassan Mohamed et le directeur de l'APIFA, le commandant de l'académie de police, le colonel Abdurrahman Ali Kahin.
Sous la présidence du député Abdurrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie ce jeudi 24 novembre 2022 pour examiner le projet de loi numéro 172, année 2022, 8e législation, portant ratification d'un accord de financement sous forme de dons et d'un accord de financement concessionnel sous forme de prêt pour le projet de renforcement du système de santé de Djibouti. Cette séance de travail a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres, et elle s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah. À la suite des échanges et réflexions sur les moyens de renforcement de la santé, la Commission des affaires étrangères a approuvé la transmission en séance publique avec son avis favorable du projet de ratification analysé. Direction Arta, où le ministre délégué chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Harouna Ali, et la présidente du département de la Charente-Maritime, Mme Sylvie, ont paraphé hier mercredi 23 novembre au centre d'estivage Sunny Hill Center un protocole d'entente qui vise à créer un cadre favorable, durable et pérenne au développement d'actions de coopération décentralisées. Ce protocole d'entente signé aussi par les 5 présidents des régions, à savoir Arta, Ali Sebi, Dikil, Obok et Tadjoura, en présence du préfet de la région d'Arta, M. Cheikho, de l'ambassadrice de France à Djibouti, Mme Dana, de la délégation de la Charente-Maritime également, mais aussi des élus locaux, des responsables du ministère délégué chargé de la décentralisation, de l'équipe d'expertise France, qui permet de développer les relations, les échanges entre les activités signataires dans le domaine qui relève de leurs compétences, notamment en matière de régionalisation, de décentralisation et du développement local, ainsi que le transfert et aussi des compétences de l'État vers les collectivités territoriales, un partenariat donc multisectoriel. Il faut rappeler que cet accord est le fruit d'un travail de longue haleine de tractation qui a débuté par le déplacement du ministre chargé de la décentralisation, M. Kassim Harouna Ali, en Charente-Maritime également, accompagné d'une forte délégation composée des présidents des régions et des membres de son staff en novembre l'année dernière. Cette convention est rendue possible et s'inscrit dans la dynamique lancée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, à travers le cadre de l'amélioration de la gouvernance locale envisagée à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, a rappelé le ministre Kassim Harouna Ali. La présidente du département de la Charente-Maritime a exprimé sa vive joie quant à l'officialisation de la collaboration. On écoute ses propos. Je vois, moi, évidemment, un honneur qui est le nôtre de pouvoir vous apporter aussi les services du département en matière d'expertise et de conseil. J'ai vu aussi à travers notre visite d'autres opportunités de développement, notamment, alors je n'ai pas visité les 3 autres régions de Djibouti, mais de ce que j'ai pu voir, des opportunités en matière de développement touristique très fort, en termes aussi de valorisation patrimoniale, à travers notamment la visite de la maison de Léonce Lagarde. Et puis, j'ai envie de dire aussi, en termes administratifs, Monsieur le Préfet, vous le savez aussi, c'est important pour nous de vous apporter notre concours et à travers aussi les régions. Ce qui ressort aussi de mes premières impressions, c'est que vous avez une entente formidable entre les régions, sous évidemment la houlette du ministre et du président de la République, et aussi évidemment du Premier ministre. Ne perdez jamais de vue en fait que c'est cette bonne entente et ces mêmes perspectives de développement qui font qu'un pays avance. Et je crois que vraiment vous vous dirigez vers la bonne direction. Et encore une fois, nous, département, à travers ce dispositif qui est existant de la DIL, nous sommes là aussi pour venir en appui. Mais c'est vous qui êtes le moteur, évidemment, et nous serons dans les traces de ce que vous aurez évidemment décidé. Le ministre, pour sa part, s'est dit très réjoui de la matérialisation de l'accord par la signature d'un protocole d'entente, puisqu'il s'agit, a-t-il dit, et a-t-il rappelé également, d'échanges sur les futures collaborations techniques entre les régions de Djibouti et le département de la Charente-Maritime. On écoute le ministre Kassim Harouna Ali. C'est un honneur aujourd'hui de nous trouver ici dans la salle de Saint-Gilles pour la cérémonie de la signature de la convention d'entente entre
conseils régionaux, le ministère de la décentralisation et le département de la Charente-Maritime qui va sceller, dont le jalon a été jeté lors de mon déplacement à la tête d'une délégation très importante composée des présidents des 5 régions et les staffs de mon ministère. C'est dans ces cadres-là que nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Madame la présidente du Conseil des Charentes-Maritimes qui répond à mon invitation lors de ce voyage-là. Donc c'est dans ces cadres-là que nous allons signer dans quelques instants cette convention qui va jeter la base d'une coopération saine, sereine et pérenne. Le département de la Charente-Maritime et le président du conseil régional, par l'intermédiaire du ministère de la décentralisation, vont travailler main dans la main pour que la relation soit réussie. Donc la décentralisation est quelque chose qui tient beaucoup au cœur du président de la République qui a donné la lettre de noblesse à cette décentralisation pour que les régions émergent, pour que les régions s'autofinancent, pour que les régions s'auto-administrent, pour répondre aux besoins de la population régionale. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons aujourd'hui signer cette convention qui s'inscrit aussi dans le cadre de la coopération décentralisée. Autre actualité de ce soir, l'Office national du tourisme de Djibouti, en collaboration avec la Direction de l'environnement et du développement durable et l'Agence djiboutienne des normes et de qualité, par l'appui de la Société djiboutienne d'audit, de certification et d'inspection, a organisé une clôture de formation portant sur le système de management de la qualité du tourisme durable. Cette formation du tourisme durable a duré pendant 4 jours au Palais du Peuple. La cérémonie de remise des certificats a vu la participation du directeur général de l'ONTD, M. Ousmane Abdi, le directeur de l'Agence djiboutienne de normes, M. Awal Ousmane, ainsi que le directeur de la communication et de la planification du ministère de l'Environnement. L'objectif de cette formation tourisme durable s'inscrit dans le cadre de renforcement de la capacité et de connaissances pour les opérateurs du secteur touristique, tels que l'Office national du tourisme de Djibouti, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et notamment l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. Cette formation répond également à l'exigence des certifications à label de la qualité du tourisme durable de la République de Djibouti. Cette prestation est réalisée par le cabinet Khali Djib, qui est une société de prestation de services d'audit et de certification dans le domaine de la qualité. De rapport de partenariat, et cette formation s'inscrit aussi dans le cadre d'un partenariat que nous avons donc avec l'Office national du tourisme pour mettre en œuvre des actions communes qui visent à protéger les aires marines protégées. Le ministère de l'Environnement entreprend de projets pour protéger des ressources marines et côtières, et nous avons des aires marines protégées comme par exemple Arta-Plage, Sable Blanc, Raïsali, les îles Moucha, les îles Mascali. Donc ce sont des sites touristiques qui sont convoités. Nous allons écouter à présent les propos du directeur général de l'ONTD, M. Ousmane Abdi, et le directeur de l'Agence djiboutienne des normes, M. Awale Ousmane. La formation, en fait, bien cette coordination est une façon de montrer comment l'agence pourrait fonctionner et en mettant en place des normes dans différentes activités sectorielles. Pour ce qui est du tourisme, il faudra que l'agence puisse, avec les parties prenantes, coordonner la mise en place de certaines normes en fonction des besoins et des attentes des utilisateurs. Mais avant de passer à cela, il faudrait préalablement former les personnes qui devront encadrer ces différents types de normes et qui devront mettre en place avec les différentes parties prenantes quels standards Djibouti, le tourisme djiboutien en précaution et qui devra tenir en compte de l'aspect environnemental et du développement économique devra être exigé. Donc je remercie tout le monde pour avoir organisé et je réitère encore mes encouragements pour les participants afin qu'ils puissent mettre en place cette expertise et ce savoir-faire pour améliorer la mise en place des normes
de développement du tourisme et de la protection de l'environnement. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour la réussite de cette formation qui s'est déroulée depuis 4 jours. C'est une formation très importante, pas seulement pour l'Office national du tourisme, mais pour le pays, pour le développement du tourisme. Vous savez que le tourisme, c'est un des nouveaux secteurs prioritaires fixés par le gouvernement. Et lorsqu'on parle de développement économique, comme ça a été mentionné, on parle surtout de développement durable. Donc, plusieurs notions sont incluses dans le développement durable. L'environnement, bien évidemment, le management, l'appropriation des sociétés ou bien de la population qui vivent aux alentours des sites touristiques. Beaucoup d'aspects intègrent le développement durable. Et aujourd'hui, il était important d'avoir une première compréhension des normes relatives à la qualité. Donc, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes des professionnels qui maîtrisons à 100% les normes ISO relatives à la qualité et au développement durable, mais il était important d'avoir une même base, une même compréhension sur les critères qui définissent le développement durable, la gestion de la qualité, la gestion, le management sur le développement durable dans le secteur touristique. Depuis 2019, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre au territoire national, dont le lancement s'effectue au niveau de la capitale. Il vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Dans ce cadre des préparatifs des activités liées à la 4e édition de la Semaine nationale du handicap, l'Agence nationale des personnes handicapées tente de faire participer aux personnes handicapées issues des régions de l'intérieur les différentes activités qui vont avoir lieu au cours de la Semaine nationale du handicap. C'est dans cette optique que l'ANPH va effectuer le lancement de la semaine et viser à atteindre les personnes handicapées issues de localités éloignées des régions de l'intérieur dans le but de les initier à la participation des activités prévues par l'ANPH pour la 4e édition du handicap, telles que sensibiliser les personnes handicapées, demandeurs d'équipements sur l'usage des équipements et le rôle des antennes octroi d'équipements ou matériel d'assistance. Comme à l'accoutumée, le lancement de cette semaine dans les régions se déroulera comme suit. Ouverture de la tournée au sud du pays, plus précisément à Ali Sabir, en début de la journée du samedi 26 novembre 2022, ensuite à Dikil, et enfin la journée sera clôturée pour la région d'Arta. Pour le nord, la tournée commencera dans la journée du 27 novembre 2022 avec la région de Tadjoura et sera clôturée par la région de Bok. Autre actualité de ce journal, le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé un panel de discussion sur la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles françaises. Le panel était composé du haut cadre du MENFOP et les inspecteurs académique de la délégation du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le secrétaire général a ouvert les travaux du panel en rappelant le cadre et le contexte de la mission du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui vise à identifier les domaines clés à cibler dans l'accord cadre qui sera mis en place avec le MENFOP. M. Mohamed Abdallah Mahyoub a rappelé les relations historiques entre Djibouti et la France, et en particulier dans le domaine de l'éducation. Plus récemment, il a cité l'exemple de la réforme du secondaire et l'élaboration du manuel pédagogique djiboutien avec l'appui et l'expertise française qui ont permis à Djibouti de disposer d'une indépendance éditoriale qui est saluée partout dans le monde. Il a rappelé également que l'un des objectifs de cette mission était d'aider à la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles françaises au sein de l'école d'excellence. Les discussions dans ce panel ont tourné autour d'une série de thématiques, et notamment la numérisation et digitalisation, l'intégration des enfants à besoins spéciaux à l'école et l'innovation pédagogique dans les pratiques scolaires. Les échanges très fructueux ont permis de balayer large sur toutes les questions en lien avec les thématiques abordées. Les experts et les praticiens ont pu échanger sur les enjeux et les meilleures pratiques pour tirer bénéfice des avantages et opportunités insondables du numérique et de la digitalisation des enseignements et d'apprentissage. Les innovations pédagogiques et l'amélioration permanente des pratiques de classe ont été un sujet très passionnant qui a emballé les débats.
En collaboration avec le MENFOP et la SGTD, l'association des ingénieurs professionnels djiboutiens a lancé ce mardi 22 novembre 2022 la remise de 500 sacs à dos solaires au profit de 11 écoles rurales. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée à l'école Chebelei. Il est à signaler que la réalisation de ces 500 sacs à dos a été possible grâce à l'appui apporté par la SGTD, l'association pour le fonctionnement de ces produits. La distribution de ces 500 sacs solaires en faveur des élèves des zones rurales vise à permettre à ces élèves de pouvoir désormais continuer à travailler chez eux le soir et par conséquent améliorer leurs résultats scolaires. Ont assisté à cette réunion de remise des sacs à dos le directeur des régions, l'inspecteur de la région et le président du club des ingénieurs. Le représentant du MENFOP a pour sa part salué l'initiative et a remercié les partenaires pour cette donation. La CGTD, l'équipe du MENFOP présent ici, chers parents, chers élèves, je vous dis à vous tous et à toutes, soyez les bienvenus à l'école de Chebelei. À cette occasion aura lieu bien sûr la remise des sacs à dos solaires. Et d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que le club des ingénieurs djiboutiens nous ont remis dans notre région d'Arta et que nous remercions beaucoup et que nous les accueillons énormément. Merci à vous tous. Je voudrais remercier déjà les ingénieurs djiboutiens qui ont aujourd'hui préparé ces sacs à dos pour les élèves de l'école primaire de Chebelei. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'école qui nous a accueillis aujourd'hui chaleureusement. Et merci à tous les parents qui sont présents ce matin avec nous à l'école. Je remercie ici au nom du ministère le club des ingénieurs djiboutiens, la société du port qui a bien voulu financer ce sac à dos solaire. Et au nom du ministère, je remercie donc toutes les deux équipes pour ces précieux cadeaux. Les cadeaux, il s'agit ici de sacs solaires, très importants pour les enfants de localités rurales qui n'ont pas d'électricité. Ça va permettre, c'est sûr, nous avions déjà testé, de pouvoir continuer à travailler le soir, à faire des exercices à la maison. Et je suis sûr que cela va permettre à nos enfants de booster les résultats. Donc c'est toujours dans la recherche de qualité des enseignements apprentissage. Une soirée d'exposition littéraire a eu lieu en fin de semaine à l'UDC, l'Union pour le développement de la culture, au cours de laquelle les participants ont été invités à découvrir un nouveau recueil de nouvelles intitulé « Réflexes citoyens ». Il s'agit d'un recueil écrit par Ilyas Mohamed, bien connu dans le milieu littéraire de langue arabe à Djibouti. Cette exposition de son œuvre a rassemblé des grands noms et des militants pour la promotion de la langue arabe, dont Aras Dabele, Mohamed Shakir, sa fille encore le poète Abdul Waris. Dans ce recueil présenté au public, Ilyas Mahmoud porte une réflexion sur la société et notamment sur les aspects du quotidien. Il raconte avec originalité à travers des anecdotes et souvent avec une touche humoristique ses conversations avec les gens, relate une situation également qu'il a observée qui sortait de l'ordinaire, transformant ainsi ce vécu en une intrigue saisissante. C'est ainsi devant un public saisi, agrippé, au mot que la simple soirée d'exposition s'est transformée de fait en une véritable veillée littéraire qui s'est clôturée par une séance de dédicace. Sport à présent, le Coupe du Monde au Qatar. La soirée d'hier marquait le 4e jour de cette Coupe du Monde 2022. Le Japon a remporté une victoire éclatante sur l'Allemagne, une surprise qui a presque rivalisé avec la victoire sensationnelle de l'Arabie Saoudite sur les favoris de l'Argentine lors de la 3e journée du tournoi. Le match de mercredi s'est soldé par une victoire 2-1 du Japon sur les puissants Allemands, un pays dont les équipes ont remporté la Coupe du Monde. Le Japon a créé le deuxième tremblement de terre de la Coupe du Monde au Qatar, en revenant au score et en s'imposant 2-1 face aux Allemands. Dans les autres rencontres de la 4e journée, l'Espagne a donné au Costa Rica une leçon de football de classe mondiale en battant 7-0, tandis que le Maroc et la Croatie
ont terminé leur match sans but dans ce que certains ont considéré comme une performance terne et que la Belgique s'est imposée face au Canada dans une rencontre sportive passionnante. Le Maroc et la Croatie ont donné le coup d'envoi d'un match très attendu. Entre les Espagnols et les Costaricains, ce fut un match de premier pour la Coupe du Monde en infligeant une correction de 7-0 au Costa Rica. Les équipes belges et canadiennes se sont affrontées au stade Ahmed Ben Ali où le Canada a surclassé la Belgique sur le terrain mais n'a pas gagné le match. L'un est un levant en poupe et l'étiquette de favori, l'autre est sans employeur et a souffert pour emmener ce pays au Qatar. Le Mondial 2022 accueille ce jeudi les débuts de deux stars planétaires, le Brésilien Neymar et le Portugais Ronaldo. Après la rencontre du jour, Suisse-Cameroun 1-0 pour la Suisse, égalité entre l'Uruguay et la Corée du Sud, mais pour le Portugal et Ghana dans le groupe H, 3-2 pour le Portugal. Mais ce soir, nous attendons le Brésil et la Serbie dans le groupe G qui se déroule en ce moment. Puis maintenant, toutes les équipes auront disputé leur premier match dans ce Coupe du Monde 2022 du Qatar. Arta à présent, sous l'égide de la préfecture d'Arta. La randonnée pédestre d'Arta ou Peace Walk annuelle se prépare dans la région d'Arta. Aux premières heures matinales, des jeunes et moins jeunes se sont donné rendez-vous pour la randonnée pédestre. Cet événement hautement symbolique est attendu chaque année et des centaines d'habitués ou de novices sont attendus demain. Chaque mois de novembre, en période hivernale, se déroule la marche de la paix, randonnée pédestre d'Arta. J'appelle alors tous les passionnés des régions intérieures et ceux de Djibouti-Ville de venir participer à la randonnée pédestre d'Arta qui se déroule demain, vendredi 25 novembre. Arta, il fait beau, le temps est hivernal, il n'y a pas de soleil, donc je demande aussi que les participants soient âgés plus de 15 ans. Car les enfants ils risquent de se perdre ou de se faufiler dans la montagne. Ainsi, je remercie le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Hassan Cheikho, le président du conseil régional et tous les habitants de la région d'Arta. Merci. À Dikil, après avoir effectué une vaste opération de patrouille et ses périphériques avant-hier, les éléments de différents corps armés de Dikil ont intercepté plus de 500 personnes, tous de sexe masculin, comptant 400 bonhommes et 100 fillettes en provenance de l'Éthiopie à 5 heures du matin. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'infiltration des ressortissants clandestins dans notre pays. Ces personnes étaient arrêtées et selon eux voulaient se rendre à travers le Golfe, les pays du Golfe. Ces derniers ont été refoulés du lendemain vers leur pays d'origine à travers la frontière de Galilée par l'armée de Dikil. En Turquie, je vous disais dans les titres, pour les actualités internationales en Turquie, des tentes ont été installées dans la ville, dans le nord-ouest du pays, près de l'épicentre du séisme survenu mercredi matin, d'une magnitude de 6,1 selon l'Institut américain des études géologiques. Près d'une centaine de personnes ont été blessées dans ce tremblement de terre. Ces tentes ont accueilli des personnes dont les logements ont été endommagés. Un séisme survenu en 1999 dans cette zone du nord-ouest de la Turquie avait fait 17 000 morts.
C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.